de ce défi-là, ceux qui forment les citoyens que nous sommes, puisque chacun aujourd'hui, et on le verra et on se le dira, je pense, est acteur de son information. Chacun a son rôle à jouer, à assumer, à proposer. Et donc, pour engager cette conversation des voix d'Orléans, 3 voix cet après-midi autour de moi, face à moi en fait. Des voix et des visages. Merci à tous les 3 d'être là. Alors justement, on commence avec vous, Pinar Sellek. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez un micro, Pinar. Oui, j'ai... Ouais. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Pinar Sellek, vous êtes écrivaine, sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Nice, au laboratoire URMIS, militante féministe, réfugiée et antimilitariste, réfugiée turque en France. Peut-être qu'en 2 mots pour situer pourquoi vous êtes là, Pinar. Rappelez qu'en Turquie, vous n'y êtes pas retourné, je crois, depuis 20 ans. Vous êtes toujours condamnée en Turquie, là-bas. Bonjour à tout le monde. C'est à cause de moi que la rencontre a commencé un peu tard, parce qu'on m'a dit que c'est une autre salle, donc j'ai couru, j'ai trouvé. Et bonjour, et je suis ravie de cette réflexion collective. J'espère qu'on arrivera à discuter ensemble. Donc moi, je vis en France depuis 2012. Et en 2009, j'ai quitté la Turquie, donc ça fait au mois de 12 avril, ça va faire 10 ans. Et parce que vous pouvez taper mon nom sur Internet, vous allez trouver plein de choses, donc je ne veux pas entrer dans les détails, mais je suis chercheuse, entre autres, et dans un contexte répressif et très difficile. Et les recherches ou les sciences sociales ne sont pas autonomes. Il y a plein de journalistes dans les prisons, etc., et plein d'enseignantes, chercheuses et écrivains aussi. Et j'ai travaillé sur beaucoup des sujets qui étaient tabous en Turquie, mais j'ai eu des problèmes, mais pas tant que ça. Je n'attendais pas à ce point-là. Et quand j'ai commencé à faire une recherche sur le mouvement kurde, je travaille sur les mouvements sociaux, sur l'action collective, entre autres. Et quand j'ai fait cette recherche, j'ai été arrêtée et on m'a demandé les noms de personnes que j'ai interviewées. Et vous ne les avez pas donnés, Pinar, ce qui vous a valu de graves démêlés avec la justice turque. Ça m'a valu la torture, ça m'a valu de ne pas pouvoir bouger une année, ni mes doigts, ni mon corps. Et après 2 ans et demi de prison, après les accusations du terrorisme, des choses comme ça, et il y a un procès qui continue, j'ai 5 acquittements, je ne suis pas encore condamnée. Donc le procès continue avec la demande de prison à vie. Donc pour l'instant, je suis en France. Voilà, c'était important de le préciser. À côté de vous, en face de vous, Amin Issa, bonjour. Bonjour. Vous êtes, le responsable actuellement de la direction politique du Bloc national libanais, parti historique au Liban, que je crois, alors j'ai lu ça quelque part, on a longtemps appelé la bonne conscience du Liban, le Bloc national libanais. Vous tentez de reconstruire en fait en ce moment ce parti, alors autour de valeurs comme l'éthique, la laïcité, la citoyenneté. Avant cela, vous étiez responsable du master information et communication à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de la rédaction d'un hebdomadaire au Liban, Magazine. Tout à fait, J'ai bien résumé ? Tout à fait, 10 sur 10. Juste un mot pareil pour vous situer. Vous étiez plutôt enseignant et formateur et journaliste et éditorialiste en tout cas. Et puis vous passez à la politique. Il y a un vrai besoin. Vous avez senti un besoin et vous y êtes allé, quoi, grosso modo. Écoutez, au Liban, il est très difficile de ne pas faire de la politique vu l'état de choses depuis plus de 30 ans. Et être journaliste ou enseignant, c'est quelque part aussi faire de la politique, vu que le sens du mot étymologiquement en grec, c'est policis, qui est la gestion de la cité. Et la gestion de la cité entend entre autres l'information et la formation. Donc je ne pense pas qu'il y ait une grande difficulté de passer d'un métier à l'autre. Et c'est pour ça que je le disais en introduction, on parlera
formation des journalistes, mais bien au-delà d'une manière générale dans cet échange. Et puis à côté de vous, bonjour Geneviève Guettem. Bonjour. Alors vous êtes enseignante chercheur à l'Université d'Orléans. Vous enseignez les arts plastiques à l'ESPE, à l'École supérieure de professorat et de l'éducation ici à Orléans. Vous enseignez en fait, vous formez les futurs enseignants. Les futurs enseignants du premier degré essentiellement, donc ceux qui vont être avec les élèves les plus jeunes, qui ne vont pas forcément devenir journalistes, mais qui pourraient le devenir, mais en tout cas qui sont confrontés tous les jours à des informations de plus en plus nombreuses et qui ont besoin de savoir comment les lire pour pouvoir réagir par rapport à la vie qui les attend. Former les formateurs et les informateurs, c'est donc le débat d'aujourd'hui. J'avais moins envie de vous poser, alors c'est plus un sentiment qu'autre chose pour entamer ce débat. C'était pour situer donc ce défi qui se pose aux formateurs, de journalistes, de communicants et de manière générale de citoyens. Et pourquoi il y a un défi particulier quand même, commençons par là, à former les journalistes. C'est quand même un métier particulier, c'est un rôle particulier dans la société, Aminissa, et donc il y a un défi particulier. Écoutez, je voudrais commencer par une constatation. Des deux côtés de l'hémisphère, toutes les sociétés sont bouleversées, les repères disparaissent, tout le monde est inquiet, le monde change. Et en même temps, nous sommes abreuvés d'informations qui très souvent sont extrêmement superficielles, pour ne pas dire douteuses ou fausses. Mais cela, grâce à la démocratisation de l'enseignement qu'on a connu ces quelques décennies, il est clair qu'il y a un appétit croissant de véritable information. Oui. Et qui donne la véritable information, c'est une des questions qui se posent alors où chacun peut s'estimer porteur d'une information. Quand je disais défi particulier, ce serait de bien distinguer qui fait quoi. Est-ce qu'il y a un label du vrai journaliste est-ce qu'il faut ça ? Évidemment, il y a les règles du journalisme qui ne changent pas, qui sont toujours les mêmes, qui sont les moyens de faire une bonne recherche, de faire la part du vrai et du faux et de donner l'information avec honnêteté, parce qu'il n'y a pas d'information objective, il y a toujours l'empreinte de celui qui la donne, mais il peut être honnête en ramenant l'information. Au-delà de ces règles, il y a d'autres défis auxquels font face les formateurs. Justement, à cause de la multiplication des informations, le journaliste, avant même d'avoir fait sa propre recherche, a consciemment ou inconsciemment écrit son article, vu la masse d'informations qu'il reçoit en continu. Donc, il faut que les formateurs mettent en avant ce danger et apprennent aux futurs journalistes de faire un peu table rase de ce qu'ils ont écouté ou vu pour mener à bien leur enquête. Puis il y a un deuxième défi, c'est celui d'éveiller la curiosité du formateur, du journaliste. Et là, je pense que c'est un problème universel. La jeune génération est de moins en moins curieuse. Elle se contente malheureusement trop souvent d'informations superficielles. Et c'est là où il faudrait les encourager à revenir à certains fondamentaux, même si ça peut paraître dans notre monde d'immédiateté un peu désuet, mais de recommencer à lire, de lire ce qui a été écrit avant, ce qui a été réfléchi, cherché, fouillé. C'est vrai que certaines choses sont dépassées, ont été démenties, mais il est toujours intéressant
de revenir un peu en arrière, de voir ce qui a été écrit et fait. Et puis surtout pour les journalistes, le plus important, c'est d'aller sur le terrain. Je pense que ça, c'est essentiel. Moi, je l'ai vécu en tant que directeur de la rédaction. Les journalistes pensent qu'en restant derrière leur écran, ils pouvaient avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir relayer l'état d'esprit des gens, ce qui, à mon sens, est tout à fait erroné. Il faut aller au contact des gens. Les gens sont faits de raison et d'émotions. Et ce n'est qu'en étant en contact de ces émotions qu'on peut relier certains points, comme ça, par un coup d'éclair. On va y revenir, voilà. Ça, sur la réalité du terrain. Toutes les deux, Geneviève Guettem et Pinar Sellek, qui est devant des étudiants, vous sentez souvent ce que décrivait tout à l'heure Aminissa, ce règne, cette idée que on se fait une opinion avant même d'être informé. Ils ont cette tendance-là. Vos étudiants aujourd'hui l'ont toujours eu. Ça a évolué. C'est un peu ce qu'on appelle le phénomène de confirmation, à savoir que alors quand on est journaliste, on écrit ce qu'on pense, mais ce qu'on sait déjà. Et quand on est à l'autre bout de la chaîne et qu'on reçoit des informations, d'une certaine manière, on entend que ce qui va nous convenir. Donc, il y a un phénomène comme ça de sélection qui fait que ce qui est faux va pouvoir passer parce que ce seront des amis, parce que ça passe dans un réseau qui nous convient. On s'enferme dans une petite bulle qui est sécurisante. Avec cette tendance à ne plus être informé que dans le sens que l'on souhaite. Voilà, exactement. Donc en fait, une des formations, ce qu'on essaie de faire, c'est pas seulement d'aller sur le terrain, c'est avant tout de prendre du recul, de se dire, mais au fond, qui pense quoi et comment essayer de confronter justement les différentes opinions. Mais est-ce que vous, par exemple, vous êtes partisan de cultiver le doute ? C'est à double tranchant, le doute, ça peut être le doute aussi. Le doute, c'est une des valeurs journalistiques qu'on prône, évidemment. Ne pas croire tout ce qu'on vous dit sur parole, c'est ce qu'on met en œuvre. C'est le point de départ de la pensée. Sauf que, effectivement, le doute, ça peut être aussi mettre systématiquement en doute. Et je crois que les enseignants sont de plus en plus confrontés à ça, d'ailleurs. Tout ce que dit l'autorité, le professeur, le journaliste, etc., non ? Tout à fait. Le mois dernier, une étudiante me soutenait vraiment avec autorité que j'avais tort parce qu'elle avait eu une autre information et que c'était sur Internet. Donc c'était forcément une étudiante qui a quand même 26 ans. Et elle avait un master. Donc, tout le monde peut être confronté à ce genre de posture. Et c'est vrai qu'il y a du travail et il faut apprendre justement à se retirer. Quand je disais prendre du recul, ça revient au même que douter. C'est s'interroger sur tout ce qu'on reçoit et essayer de l'analyser. Pinar Sellek, vos étudiants sont aussi... Alors, parfois, vos étudiants font des études de sciences politiques, de sociologie et se destinent au journalisme. Vous diriez qu'ils ont pleine conscience de tout ce que ça représente, du rôle qui va peut-être leur incomber. Parce que c'est lourd aujourd'hui d'être journaliste. C'est une responsabilité qui peut-être qui a toujours été lourde, mais qui peut-être encore plus aujourd'hui. Oui. Alors, pour continuer ce que l'on a dit, je pense que moi, ce que j'essaie de faire, on a parlé du doute, de pouvoir poser toujours des questions, toujours questionner. Alors, moi, je pense qu'on peut être objective. On ne peut pas être neutre, mais on peut objectiver les connaissances. Mais quand on dit que moi, je regarde à partir d'un angle et je vois quelque chose. Mais donc, il faut bien expliquer
d'où tu regardes, à partir de quelle connaissance, à partir de quel point de vue. C'est l'angle, c'est le point de vue. Etc. Donc, il faut que, même pour les élèves, pour les enseignantes aussi, parce que moi, j'apprends tous les jours des élèves. Parce que c'est bien qu'ils posent des questions sur ce que j'ai raconté. Et il faut qu'ils mettent en question tout ce qu'on leur donne. Et moi, j'ai grandi dans un contexte d'autorité. Et il y avait un coup d'État. Mon enfance est passée d'un coup d'État. Peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est comme Chili, Pinochet. Pinochet, il est dans tous les jours à la télévision, il nous montrait, il nous racontait les vérités. Et les enseignantes, ils les répétaient. C'était comme des caricatures du dictateur. Il répétait ce qu'il... Donc, moi, j'avais de la chance, j'étais dans une famille contestataire. Donc, je sais que c'était pas vrai. Quand il disait que les Arméniens sont des ennemis, et les Turcs ils sont comme ça, etc., je disais que c'est pas vrai. Et c'est un mensonge. Donc c'est très important que quand vous êtes enfant, vous commencez à mettre en question l'autorité, l'enseignement, etc. Donc maintenant je suis en France et moi je ne crois pas qu'il y a vraiment des distinctions très très différentes. Il y a des différences. Mais dans chaque pays, il y a et on ne peut pas dire que la France est démocratique 100%. Il y a plein de zones grises, disons, entre plusieurs espaces. Donc, il y a l'autorité, il y a des vérités, etc. Il faut mettre en question les noms de rues, de l'expérience de la guerre d'Algérie, tout ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Donc, pour les sciences sociales, je vais dire... C'est là où on rejoint un petit peu ce que disait Aminissa. Vous parliez de base, de culture générale, de lecture, d'humanité, de tout ce terreau qui, pour le coup, est vraiment essentiel. On peut douter, on peut regarder d'où on veut, quel angle. Et ce qui est important, c'est que si tout était visible, on n'aurait pas besoin des journalistes ou des sciences sociales. Si tout était visible. Donc, tout n'est pas visible. On a besoin des enquêtes, on a besoin des recherches, on a besoin des notions, on a besoin de plein de choses pour vraiment expliquer, voir. Moi, je viens d'une expérience où je regardais, je ne voyais pas. Parce que mon regard était construit. Même si j'étais dans une famille contestataire, après, j'ai commencé à voir que je ne voyais pas tout. Et le regard, c'est pas comme une lunette que tu peux enlever et tu peux écraser. Le regard, c'est ton imagination, ta construction. Donc, ça m'a valu très difficile, comment on dit en français, je ne sais pas, de me déconstruire, de vraiment... donc, je dis, depuis le début aux étudiants, il faut poser les questions, il faut tout mettre en question. Donc, et il faut enquêter, il faut aller plus loin, et il faut se questionner aussi. Mais il y a des difficultés, des défis, je veux venir pour ne pas parler beaucoup. Je dis tout de suite? Non, oui. Alors, les défis, justement. Les défis, ça dépend au contexte. Par exemple, en Turquie, les défis sont différents. Ou en Liban, c'est différent. Ou, je ne sais pas, en Irak, c'est différent. Et en Italie, c'est différent maintenant. Quand vous marchez dans les rues, vous voyez des grandes affiches avec une femme qui allait son enfant et qui dit que l'Italie a besoin des fils, on n'a pas besoin de mariage homosexuel, on n'a pas besoin des migrants. Voilà, vous voyez partout cette affiche. Donc, dans chaque contexte, il y a des différents défis. Mais aussi, dans ce monde, il y a un défi, même en France, surtout en France et dans les pays occidentaux. Ce n'est pas une répression directe comme ça, mais la marchandisation de tout, de la culture, du journalisme, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens marchand? La vérité, si vous allez faire une vraie recherche, vous avez besoin du temps, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de travailler. Mais non, il faut faire tout de suite. Et il faut faire des choses pour vendre. Et l'information, c'est devenu une marchandise. Et c'est là où, Aminissa, vous parliez d'aller sur le terrain, de prendre le temps d'enquêter, dans un contexte où le temps... c'est de l'argent, où les rédactions parfois sont contraintes financièrement parce qu'on est dans un contexte économiquement difficile pour les médias. Aller sur le terrain et donc vérifier et donc recueillir le témoignage.
c'est presque du luxe dans certaines rédactions aujourd'hui. Écoutez, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut faire de l'information ou du spectacle? Oui. Et il faut voir ce que les gens veulent. Est-ce que les gens veulent du spectacle ou vraiment savoir? Donc c'est un choix effectivement qu'il faut faire, et c'est là où on pourra distinguer entre un média d'information sérieux et un média d'information qui ne cherche qu'à remplir les poches de ses actionnaires. Oui, mais puisqu'on parle particulièrement du défi de former alors des jeunes journalistes qui sont très nombreux sur le marché du travail, on le sait, c'est une des professions, alors en France en tout cas, qui est particulièrement précarisée, donc fragile. Est-ce que dans la formation du journaliste ou du communicant d'ailleurs, parce que c'est aussi une profession précarisée, il faut, disons, prévoir ce discours peut-être de résistance, d'exigence de terrain? Écoutez, sûrement parfois compliqué. Enfin, c'est compliqué. Bien gagner sa vie. C'est compliqué, effectivement, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer de la nature humaine et que les citoyens sont à la recherche d'une information de qualité. Comme je le disais tout à l'heure, la démocratisation de l'enseignement a augmenté la conscience des citoyens et ils souhaitent vraiment savoir ce qui se passe. Maintenant, pour revenir un peu sur la question du doute, j'aimerais faire une petite distinction entre le doute tout seul, qui est une simple posture, une forme de nihilisme, et le doute méthodique qui vous permet effectivement de remettre en question sur des bases solides une vérité qui semble incontestable. Maintenant, pour en revenir à la formation des étudiants qui vont sur le terrain ou qui font leurs propres recherches, je pense qu'il faut, pour les aider à mieux comprendre et à mieux transmettre, redonner une importance aux sciences humaines. C'est-à-dire, pendant des décennies, ce sont les sciences dures, vu les progrès qui ont été faits, qui ont mis un peu en veilleuse les sciences humaines, qui ont même été accusées à un certain moment, dans les années 60-70, servir certaines idéologies. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Si on prend le phénomène des gilets jaunes, comment comprendre ce phénomène si on ne connaît pas la tradition jacobine, si on ne connaît pas la tendance des Français à se révolter? Comment comprendre le phénomène des Black Blocs si on ne sait rien sur l'anarchisme? Moi, je suis un peu le mouvement des Gilets jaunes à partir de Beyrouth. Et quand j'entends les opinions, j'arrive un peu à les diviser en deux parties. Ceux qui considèrent que ce sont des demandes inacceptables, que la France est un pays riche où tout le monde devrait être à l'aise, et ceux qui considèrent à l'inverse que non, les Gilets jaunes représentent une partie de la population qui est en extrême difficulté. Mais si on n'a pas de solides notions d'économie comportementale, comment comprendre cette demande d'augmentation du pouvoir d'achat que portent les Gilets jaunes? On ne peut pas se contenter de les catégoriser soit entre gens complètement désespérés ou entre personnes qui veulent profiter du système. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est très important de redonner aux étudiants des notions très fortes de sciences humaines. Geneviève Guettem. Bien, pour réagir à ce que j'entends, c'est vrai que prendre le temps, douter, réintroduire des sciences humaines, tout ça, c'est formidable. C'est de bons sentiments. Maintenant, ce qu'on entend dans les discours sont à l'opposé. Je serais beaucoup moins optimiste que mon voisin en disant que les gens attendent des informations de qualité. Et c'est vrai qu'ils le revendiquent peut-être, mais moi, les gens que j'ai en face de moi, souvent n'ont même aucune idée de ce que ça peut être.
Et on a eu récemment l'épisode qui est en cours encore du Brexit, avec la découverte que ah bah oui c'était faux, ah bah non c'était pas ça, et puis là on sait plus du tout qui fait quoi et ce qui se passe. Et il y a aucun outil pour réagir par rapport à ça. Alors dans les écoles de journalisme, il y a des gens qui ont des diplômes et des compétences, une capacité à penser qui peut se former et réagir. Pour ce qui est de l'école, de manière générale, et puis des gens qui sont autour de nous, il faut peut-être repenser une manière d'être par rapport à ce qu'on appelle plutôt que d'aller vers les sciences humaines d'une manière générale et de prendre le temps, essayer déjà de se dire mais au fond ça existe. Et quand je vois les formations à la formation qui sont proposées, qui existent, qui sont intéressantes, mais qui sont très technicistes, eh bien, j'ai des doutes sur la capacité à ouvrir l'esprit au dialogue, à casser les stéréotypes et à permettre aux jeunes de se questionner, de savoir qu'il est possible de se questionner. Alors, on va revenir sur cet aspect de l'éducation aux médias à l'école, parce que vous avez une expérience intéressante autour de ça. Je me permets juste de rebondir sur quelque chose que vous avez dit autour du phénomène du Brexit et de la manière dont finalement les opinions peuvent être manipulées, en tout cas orientées à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on n'a pas une chance formidable, c'est que les jeunes journalistes en formation actuellement ont justement cette culture-là que nous autres n'avons peut-être pas, ces armes-là, une connaissance approfondie du fonctionnement et des réseaux sociaux, et donc peut-être que plutôt que de s'y opposer, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, imaginer dans les formations de s'en servir en fait de leurs connaissances en matière de circulation des opinions? Pinar Sellek, est-ce que ce n'est pas une chance aussi? À mon avis, bien sûr, c'est une chance. Mais tous les mécanismes, on ne peut pas dire que c'est mauvais ou non pas mauvais. Ça dépend qui utilise, comment utilise. En dehors des armes. À mon avis, il n'y a pas des armes qui sont utiles. Mais en dehors de ça, par rapport à la communication, moi, je ne pense pas que l'une peut être bien ou l'autre. Mais je vais dire une chose, quand vous disiez marché du travail, donc c'est maintenant, vous avez parlé de la démocratisation de l'enseignement, mais en même temps, il y a beaucoup de défis. Je viens d'arriver de l'aéroport et notre taxi, il était en retard parce que les enseignants faisaient une marche. Et je voulais participer parce que je fais partie de Cinésup, mais je n'ai pas pu descendre parce que je devais venir ici. Et en France, il y a beaucoup de mobilisation pour que l'université ne devienne pas une partie de ce système de marchandisation. Et on entend beaucoup le marché du travail, mais en même temps, le travail, ce n'est pas un marché. Quand on commence à dire que le travail salarié, oui, mais quand on dit que le marché du travail, on accepte que la marchandisation, il domine à tous les types de travail. Et la création, le vrai travail de recherche, ou l'idéalisme, etc., va comment dire en français, va se noyer. Va se noyer dedans. Donc, les étudiants, ils sont entre les deux un peu. En même temps, et je sais bien qu'ils ont un grand plaisir d'aller avec une éthique, avec des recherches, avec de comprendre, poser des questions. Et c'est vraiment une passion quand vous entrez dedans. Mais après, pour trouver du travail, les codes sont un peu différents et ça devient différent. Mais je suis d'accord que ces grands mécanismes de communication qui sont maintenant dans des mains, si vous tapez sur Internet, par exemple, vous pouvez voir à qui appartiennent les médias. Et vous allez voir quelques familles, et toutes les journaux, toutes les télévisions. Et donc, ces élites
Il mange avec qui? Et quelles sont des relations avec des élites politiques, des élites médiatiques, des élites économiques? Donc, vous commencez à voir que cette marchandisation, c'est un vrai défi pour le métier même. Donc, mais en même temps, ils essayent de... Parce que quand on parle avec très haute voix, quand on répète toujours la même chose, on commence à croire. Mais ces nouvelles technologies, grâce à ces nouvelles technologies, il y a une possibilité de communication. Ça, c'est démocratisation, une possibilité. Ça ne crée pas toute seule la démocratisation, mais quand il y a des groupes, des équipes qui réfléchissent, qui veulent utiliser ces outils, et ça commence à devenir. Et comme on voit que maintenant, dans les grandes télévisions, on ne voit pas beaucoup les gilets jaunes comme avant, mais ils se communiquent. Et on voit qu'il y a un réseau de communication qui commence à se développer. Et moi, je crois à ce que vous dites. Donc, en même temps, comme Gramsci, j'essaie de toujours allier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je pense que les personnes, les populations, ils ont une volonté d'aller plus loin. Donc, moi, j'essaie de toujours, comment dire, arroser cette volonté. Et ça marche. Difficilement, mais ça marche. Une volonté qu'on peut comprendre, mais il faut quand même qu'on s'entende sur un socle de vérité. Les contre-vérités. Les vérités sont construites. La légitimité se construit. Quand vous êtes sociologue, vous comprenez que tout est construit. Donc, c'est la construction. Quelquefois, oui, vous pouvez trouver une réelle, mais tout change. Il n'y a pas une vérité stable comme ça. Donc, il faut toujours continuer à poser des questions en pensant que tout est dynamique. Donc, il faut toujours, en même temps, toi, tu es dynamique, tu changes, ton point de vue change, mais la réalité aussi est dynamique. Et si on parle de pluralité des points de vue qui doivent être présents dans la presse, parce que c'est aussi un des enjeux de la démocratie, que chacun puisse se retrouver aussi dans certaines vérités, construites ou pas. Est-ce que, de votre point de vue, il y a un problème aussi de sociologie dans ces écoles de journalisme dont on parle, et dans les écoles, dans les grandes écoles en France en particulier, qui forment les futurs journalistes, un problème de mixité sociale, de genre, etc. Est-ce que ça, c'est un problème, selon vous? Alors, Pina, vous... Moi, je n'enseigne pas dans l'école du journalisme, mais j'enseigne sciences politiques et sociologie. Donc, il y a plein d'étudiants qui deviennent journalistes. Et je ne comprends pas tout à fait pourquoi un journaliste doit passer dans l'école de journalisme. Il doit avoir d'autres formations de communication. Mais vraiment, c'est interdisciplinaire. Pour comprendre et pour transmettre, pour communiquer, il faut avoir une culture générale assez large et une connaissance de méthodologique de voir et d'exprimer. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui deviennent et qui sont en train de devenir journalistes. Et pas pour vous d'éthique particulière, de déontologie particulière, de façon d'appréhender les choses particulières? Et je ne vois pas une très très grande différence entre la déontologie ou l'éthique des sciences sociales et de journalisme, parce que quand on vous parlait de la communication, quand vous parlez de transmettre et expliquer quelque chose, c'est la même chose. Par exemple, moi, j'ai été en prison, j'ai vécu tout ça parce que j'ai défendu l'éthique scientifique. Donc, je ne pouvais pas dénoncer les noms des personnes que j'ai interviewées. Ce serait la même chose pour un journaliste. Donc, on ne peut pas cloisonner beaucoup les champs, à mon avis. Et tout est transversal. Et donc, moi, je pense qu'il y a un grand lien entre l'éthique des sciences sociales, l'éthique de l'art même, et de l'éthique du journalisme. Donc, c'est pour cela, moi, je n'ai pas de crainte pour mes étudiants.
qui ont beaucoup réfléchi sur comment faire les séances sociales, etc., ils vont s'adapter pas au marché du travail, pas au marché du journalisme, mais au métier du journalisme. Donc pas de défi particulier à former les journalistes, mais un défi général. Un défi général. Geneviève Guettem, vous êtes assez d'accord avec ça ou pas? Disons que moi, je n'ai pas les mêmes types de public. En termes d'éthique, un enseignant a aussi des objectifs à atteindre, une déontologie, une morale, et c'est important qu'ils le transmettent aussi aux élèves. Je pense qu'ils le font avec beaucoup d'énergie et de volonté. Et le souci, c'est que peut-être que cette déontologie, ces grands principes, quelquefois se retrouvent confrontés à des contraintes, je dirais, qui font qu'il devient difficile de les transmettre. Ça ne veut pas dire que les enseignants vont transmettre le contraire, ils ne peuvent pas transmettre, en fait, introduire même ce questionnement. Quand on leur demande de focaliser sur les fondamentaux, d'apprendre à lire, écrire, compter, et sachant que on ne dit plus les mathématiques, on dit compter, où en est le questionnement? Alors on met de côté ce questionnement plus général. Moi, je pense qu'on le met, on transmet aux futurs citoyens. Voilà, on le met actuellement vraiment de côté. Et alors à travers l'exemple justement dont vous commenciez à parler autour de l'éducation aux médias. On sait que c'est maintenant dans la loi sur l'enseignement. Ça fait partie, apprendre à comprendre l'information, etc. Ça fait partie des enseignements. De l'éducation civique, surtout. L'éducation civique. Est-ce que c'est pris au sérieux ou est-ce que... Alors oui, c'est pris tout à fait au sérieux par les enseignants, par les instituts de formation. Il existe des structures associées à l'éducation nationale qui aident à mettre en place ces formations. Je parle particulièrement du CLEMI, qui fait à peu près, par exemple sur la région centre, environ 90 formations à l'année et touche au moins 3000 personnes. Mais quand on dit 3000, par rapport au nombre d'enseignants, déjà on s'aperçoit que ça ne fait pas beaucoup. Et puis ces formations, elles ne s'adressent qu'à des enseignants du second degré. Elles sont sous forme d'ateliers. On apprend à faire une vidéo, à monter quelques images. On apprend à faire une couverture. On participe à une émission de radio. Mais qu'en est-il des questionnements? Mais même un questionnement tout simple sur regarder une image, qu'est-ce qu'elle signifie, pourquoi elle est là, ça ne va pas vraiment très très loin pour l'instant. Donc, parce que les enseignants n'ont pas le temps et parce que, d'une certaine manière, on ne leur apprend plus non plus. Les formations du CLEMI ne sont absolument pas mises en place en formation initiale. Des enseignants. Donc ce sont les enseignants qui sont déjà sensibilisés, qui sont déjà intéressés et conscients du problème, qui vont contacter le CLEMI et mettre en place des formations dans leur classe. Donc ça reste un public relativement réduit. À Minissa, j'avais une question, et puis je viens de l'oublier, mais c'est pas très grave. L'important, c'est... est-ce que c'est pas là, on parlait de formation d'éducation civique et de formation du citoyen, on parlait de doute tout à l'heure, et vous disiez, Pina, on peut tout entendre et tout dire finalement, et les angles sont différents, et après tout, tant mieux. Est-ce qu'il ne faut pas, avant toute chose, quand on parle de former des citoyens, les former à ne pas se contenter d'une seule vérité? Est-ce que ça c'est facile? Est-ce que ça c'est faisable? Écoutez, certes, il faut que toutes les opinions aient la possibilité de s'exprimer.
il y a un débat, est-ce que les opinions populistes, xénophobes, d'exclusion, doivent-elles être autorisées à s'exprimer de la façon dont elles le sont? Je pense qu'ici, la question devrait se poser en amont, c'est pourquoi il y a des voix populistes. Parce qu'il ne suffit pas d'interdire, d'ailleurs c'est presque impossible, il ne suffit pas d'interdire pour résoudre le problème. Il faut se poser la question pourquoi il y a du populisme. Avec la circulation des opinions aujourd'hui, on imagine effectivement que ça n'est pas possible. Voilà. Mais j'aimerais revenir sur une question que Madame a relevée tout à l'heure, qui était celle de l'importance. Elle disait que l'éthique est aussi importante en information que dans les sciences sociales. J'aimerais faire une petite digression économique. Au XIXe siècle, avant la première révolution industrielle, le capital, c'était la terre. Ensuite, c'est devenu la machine à vapeur, donc les machines-outils. Ensuite, c'est devenu les moyens de communication, l'informatique, etc. Aujourd'hui, le capital, le grand capital, c'est l'information. Et on s'en rend bien compte en voyant la capitalisation boursière des GAFA qui dépasse de très loin ce qu'on appelle communément les blue chips, c'est-à-dire les grandes sociétés industrielles. Et c'est pour ça que je pense que l'information étant aujourd'hui le premier capital devrait avoir une éthique particulière parce qu'elle peut faire énormément de dégâts comme effectivement elle peut faire énormément de bien. Une éthique particulière qu'il faudrait dans ce cas enseigner, c'est pas tant une question dans les écoles de formation ou en amont ou tout au long de la vie. C'est pas tant une question d'enseignement que d'éducation. Parce que, bon, Mein Kampf aussi a été étudié dans les écoles et dans les universités allemandes et on a vu le résultat que ça a donné. Moi, je pense que c'est au niveau de l'éducation, sur les priorités qu'on se met. Est-ce que nous sommes devenus, comme disait Madame, une société uniquement marchande ou bien est-ce que l'être humain a encore la priorité? Je pense qu'il faudrait s'entendre déjà sur ça et ensuite tout le reste découlera. Pina, Selek. Pour ne pas répéter, je vais revenir à une chose par rapport à communiquer quoi. Parce que quand on fait les recherches sociologiques, on dit toujours, c'est la méthodologie, quand tu vas sur le terrain, il y a des personnes qui parlent plus haute voix, qui sont plus dominantes, qui sont plus visibles. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est derrière. Donc, il faut voir les hiérarchies. Si tu ne vois pas dans les sociétés les hiérarchies, et si tu ne vois pas les personnes qui sont plus faibles faire entendre leur voix, et donc, tu ne peux pas comprendre toutes les dynamiques sociales qui existent et qui déterminent aussi, qui façonnent l'avenir de la société. C'est le principe aussi du journalisme. Oui. Donc, oui, c'est pour cela que j'ai donné cet exemple. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, quand vous commencez à enquêter, quand vous commencez à voir, il y a des méthodologies, mais ça ne suffit pas parce que vous avez toute une éducation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je regardais, je ne voyais pas. Donc, à mon avis, le problème de se poser la question, moi je viens d'où? J'appartiens à quelle catégorie sociale? Et moi j'ai quel type de regard? Donc, si vous commencez à dire que, par exemple, nous avons fait une enquête sur les journalistes à Nice, je viens de Nice, j'habite à Nice, sur les journalistes à Nice, on a vu qu'il y a très peu de Noirs, très très peu d'origine maghrébin dans les rédactions. Donc, la question que je vous posais tout à l'heure sur cette nécessité de mixité dans les écoles. C'est pour cela que je suis revenue à cette question. Vous l'avez constaté, ça? J'ai constaté. Donc, c'est bien évidemment, on n'est pas obligé de penser à partir de nos appartenances sociaux. On peut aller plus loin. Mais si on ne met pas en question, si on ne fait pas une autoréflexion,
on ne peut pas aller plus loin. Donc, même c'était des travaux des élèves qui nous ont montré que quand on monte les échelles, ça masculinise, donc les femmes sont plus des reporters, etc. Ça masculinise et aussi ça blanchise. Je ne sais pas si c'est vrai. Et aussi catégorie sociale des familles, on voit bien etc. ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, je crois que quand vous ne mettez pas en question, vous n'êtes pas obligé d'être contestataire comme moi. Vous n'êtes pas obligé d'être militante. Mais pour être une vraie journaliste, une journaliste, il faut que vous dites, il faut que je vois ce qui n'est pas visible. Quand vous promenez les villes, par exemple, ça c'est une question des historiens. On vous montre quoi? Les églises, les grandes statues, non? Les grands châteaux, que des riches, qui a des pouvoirs politiques, que des pouvoirs religieux et des riches qui ont laissé leurs traces. Mais on ne voit pas. Moi, je veux bien voir les traces des luttes sociales. Par exemple, demain, je vais faire une petite tour à l'Orléans demain matin. Je veux voir les traces de qui ne sont pas visibles. Donc, c'est difficile. Donc, pour moi, pour aujourd'hui, l'importance du journalisme est de pouvoir passer la parole de ceux qui ne peuvent pas parler à haute voix, à mon avis. Aminissa, vous parliez justement de curiosité. Alors là, ça écoutez, j'aimerais vous répondre. Là, nous sommes dans le siège de l'évêché qui a été confisqué aux autorités ecclésiastiques et qui est ouvert actuellement au peuple, s'il faut utiliser un terme révolutionnaire. Mais tout n'est pas comme ça, malheureusement. Écoutez, on est en France, en tous les cas. On ne parlera pas de notre pays. La France n'est pas un paradis non plus. Et moi, j'aime beaucoup ce pays, mais quand vous êtes dans un pays, vous commencez à voir les problèmes et vous commencez à penser qu'il faut aller plus loin. Bien sûr qu'il faut toujours aller plus loin, bien sûr. Et effectivement, c'est peut-être pas l'hôtel du Panloup qu'on visite en premier quand on arrive à Orléans, c'est plutôt la cathédrale et l'ancienne mairie d'Orléans. Mais en fait, vous vous rejoignez parce qu'à Aminissa, vous parliez de réapprendre la curiosité et aller au-delà des apparences. Ça s'enseigne suffisamment, ça, selon vous? Mais pareil, est-ce que ça s'enseigne? Est-ce que de la même façon que cette éthique qui doit traverser un peu toute notre éducation, est-ce que c'est pas un petit peu pareil? Il n'y a pas de formation spécifique à la curiosité? Non, mais vous savez, la curiosité, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas un cachet qu'on prend, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est une envie qu'on a. Mais pour faire envie à quelqu'un, il faut le lui proposer et de façon agréable. C'est-à-dire qu'à mon époque, quand j'étais à l'école, quand on nous apprenait l'histoire et la géographie, on n'avait vraiment pas envie de l'apprendre parce que c'était uniquement retenir des dates et des chiffres. Mais quand je vois comment aujourd'hui la géographie et l'histoire sont enseignées, oui, on a envie d'apprendre. Oui, d'accord. Moi, je préfère être optimiste. Donc, plus les techniques d'enseignement se développent, plus les formateurs connaissent les techniques pour éveiller la curiosité, plus ils y arriveront. Mais l'important, c'est de mettre ces matières dans le programme. Est-ce que malgré tout, les grandes écoles, alors peut-être Geneviève Guettem, vous allez pouvoir répondre à cette interrogation, mais d'une façon générale, les grandes écoles alors de journalisme, mais aussi les écoles supérieures, ne sont pas un peu trop justement formatées et interdisent une forme de curiosité, enfin d'ouverture en tout cas. Pinard parlait de profil, d'absence de mixité. Pas exclusivement. Bon, je suis d'accord avec ce qui a été dit en disant que le pouvoir actuellement passe par la formation. Et qu'avoir les informations, et les comprendre et être capable de l'évaluer, c'est une compétence qui est absolument indispensable. Et les instituts de formation en ont bien conscience. Il y a une volonté d'essayer de poser ça.
mais oui, je parlais de contraintes, je ne sais pas, d'injonctions, enfin, il y a un certain nombre de mots qu'on pourrait utiliser, font qu'on ne prend pas forcément cette direction-là. Et il y a une sorte de... Bon, c'est lent à bouger, donc c'est le mammouth. Donc on a un peu de temps. Mais par exemple, au niveau des enseignants, de plus en plus, essayer de réfléchir au sens des mots, tout simplement. Et ça il y a du temps pour le faire. Les enseignants sont conscients de ce problème-là. Le mot crise qu'on utilise très très souvent, combien de fois il réapparaît dans des interventions. Il y a des journalistes italiens qui ont compté. En 2014, il y avait à peu près 6000 occurrences du mot crise à propos des migrants. Et puis en 2016, on arrivait à 46 000. Donc pourquoi cette augmentation? Pourquoi ce mot est-il réutilisé toujours? Donc après, il y a une autre interrogation par rapport à la langue. C'est ce qu'on appelle la novlangue. Bon, alors je ne vais pas refaire un peu d'histoire. Bon, ça a été inventé par Orwell avec 1984, mais c'est un processus qui consiste à réduire la syntaxe. On utilise de moins en moins de mots pour dire quelque chose. Donc en fait, ça fait en sorte qu'on utilise moins de concepts. Et ça amène à voir une information de façon moins subtile et donc de réagir davantage par l'affect. Et ça, voir de quelle façon les phrases sont réduites, simplifiées, c'est un travail qui est possible et qui peut être fait par tous les enseignants, de toutes les disciplines confondues, et qui est en cours. Donc, je ne suis pas complètement je ne suis pas trop pessimiste, mais en même temps, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez qu'on passe à l'échange avec la salle où il y a vraiment... Alors, moi, j'avais juste une question juste pour terminer. Aminissa, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame à propos de la langue et des mots. Au Liban, généralement, tous les étudiants sont trilingues. Ils connaissent l'arabe, qui est la langue du pays, le français et l'anglais. Et souvent, en recevant mes étudiants, je me rendais compte qu'ils passaient dans une même conversation d'une langue à l'autre. Je me suis posé la question et je me suis rendu compte que c'était par manque de vocabulaire. Ils ne connaissent pas suffisamment de mots. Et quand on ne connaît pas suffisamment de mots, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Et donc, soit on ne va pas vous comprendre, soit on va vous comprendre mal. Et je pense que Madame a tout à fait raison qu'il faut absolument que la langue retrouve son rôle de véritable vecteur de toutes les nuances, de toutes les nuances dont nous sommes faits en tant qu'êtres humains. Donc on revient à ce socle général sur lequel vous avez beaucoup insisté et qui est fondamental en matière de formation. Pina? Oui, tout à fait. En même temps, j'ai appris, il ne faut pas dire oui, mais il faut dire oui en même temps. En même temps, la langue, c'est quelque chose qui vit. Et quelquefois, il y a qui vit, et surtout avec les nouvelles générations, il prend d'autres formes et s'enrichit. Mais quelquefois, quand on regarde avec une lunette qui nous appartient, on ne voit pas ce qui est en train de changer. Et de l'enrichissement, on ne voit pas non plus. Par exemple, quand vous commencez quand la nouvelle poésie est sortie, les anciens littéraires disaient que non, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ils parlent avec très peu de mots, c'est trop facile. Non, mais ça continue et ça enrichit. Moi, je commence à apprendre qu'est-ce que ça veut dire meuf, keuf. Donc toutes les dans différents quartiers, vous trouvez des différents types
Et c'est bien que, parce qu'il y a beaucoup de... c'est grâce à la migration aussi, il y a des nouveaux mots qui s'inventent. Et surtout, quand vous êtes beaucoup avec des différentes générations, c'est pas seulement des différentes langues, mais aussi différentes générations. Il faut écouter, il faut apprendre. Il ne faut pas apprendre seulement. Il faut aussi... par exemple, quand il y avait en Turquie les premières mobilisations de place Taksim, c'était une grande manifestation. Et les anciens disaient que cette jeunesse ne sait rien, ils sont toujours aux télévisions, l'Internet. Mais tout d'un coup, ils ont vu qu'il y a des slogans, des inventations, des créations très, très importantes. Donc, ils ont des outils. Et il ne faut pas être que pessimiste, bien sûr, mais bien suivre ce qui est en train de se faire aussi. C'est juste une... Merci beaucoup. On va passer, si vous voulez bien, aux questions avec le public. Je sais pas, vous avez un micro, je crois, qui va vous arriver très très vite. Alors déjà, merci pour cette conférence. Il y a énormément de thèmes qui ont été abordés. Moi, je vais vous poser une question simple, c'est quel est l'avenir pour un journaliste qui veut faire de la déontologie? Donc voilà, je vais pas préciser toutes mes activités militantes, mais au cours de ce que j'ai vu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, chez les Gilets jaunes, en tant qu'activiste juif décolonial ou dans les manifestations, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui sortent d'écoles de journalisme, qui essayent de faire leur travail dessus et qui nous préviennent juste à l'avance que leur rédaction et leur ligne éditoriale ne risquent de ne pas valider leur travail. Moi, je n'ai pas de remède par rapport à ça, mais je voulais savoir du coup quel est votre avis sur le journalisme indépendant et quelle est la place aujourd'hui pour un journaliste qui respecte un minimum de code déontologique que vous avez abordé au sein d'un média qui serait justement un peu plus mainstream. Moi, je caricature pas, je suis pas dans la caricature du journalisme, mais tout à l'heure, Amine disait, le monsieur disait qu'aujourd'hui, si une parole populiste arrive à trouver sa place, c'est aussi parce qu'on a des médias qui sont pas forcément compétents ou qui, en tout cas, laissent pas une autre voix à ça. Et entre parenthèses, qu'il y a quand même beaucoup de populistes, les Zemmour, etc. On les entend sans arrêt à l'antenne, et nous jamais. La question de l'équilibre aussi. Sur la dernière partie de la question, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait peut-être à un moment, cette question voilà, comment on fait effectivement quand on est un jeune journaliste, qu'il faut bien travailler pour essayer de faire son travail au mieux, sachant qu'il y a des attentes dans les rédactions de celui qui commande le travail. Aminissa, vous voulez répondre? Écoutez, je vais me permettre de répondre par une approche un peu plus large que celle qui concerne uniquement le journalisme. C'est effectivement aussi un problème de société. Ce n'est pas seulement le métier de journaliste qui est touché, mais tous les métiers qui sont touchés. C'est-à-dire, il y a deux phénomènes concomitants. Il y a celui de la technicité, de l'intelligence artificielle, qui annule beaucoup de métiers. Et il y a un phénomène qui a commencé vers la fin des années 70, au début des années 80, avec le néolibéralisme instauré par Margaret Thatcher et Ronald Reagan aux États-Unis. L'effet de ce néolibéralisme a fait que la courbe descendante des inégalités, à partir des années 80, si on prend comme date la fin de la Seconde Guerre mondiale, a commencé à remonter, alors que l'enrichissement général, lui aussi, a augmenté. Bon, alors ici, la question est de se poser, nous n'allons pas changer de système économique. Le système économique libéral s'était avéré être celui qui crée le plus de richesses. La question est de savoir qu'allons-nous faire de cette richesse. C'est-à-dire, lorsque nous investissons dans un robot et que nous envoyons à la maison 4-5 personnes, cet investissement dans un robot va faire des revenus en plus au capital. Que fait-on de ce surplus? Est-ce qu'on le garde pour soi ou bien on se met à rémunérer autrement que le prix du marché certains métiers comme celui de journaliste, comme celui de soins à la personne, comme celui d'accompagnement?
Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse spécifique au problème des jeunes journalistes qui n'arrivent pas à faire leur métier en respectant. Certains métiers seraient à sanctuariser d'une certaine façon. Oui. Enfin, serait à sanctuariser d'abord, surtout pour leur utilité. Surtout pour leur utilité et pour que cette richesse que très heureusement nous sommes en train d'augmenter soit mieux répartie. Pinar Sellek. La réponse, ça va être parce que quand une jeune personne veut être journaliste, et il a deux choix. Ou il va entrer dans le système des grands médias, et peut-être il peut trouver un endroit où il peut s'exprimer un petit peu, il va faire des petites compromissions, etc. Ou il va dire que je ne veux pas gagner beaucoup d'argent, je ne veux pas gagner du tout d'argent, mais comme des fourmis, nous pouvons créer nos communications. Et je pense que dans tout le monde, ce n'est pas seulement en France, c'est possible. Moi, je sais bien, en Turquie, nous avions un petit journal, nous vendions 6000 exemplaires tous les mois. Et nous vendions comme ça, nous avions sans utiliser les... Et moi, en France, même, par exemple, l'exemple de Mediapart, où il y a plein d'autres journaux, et il y a plein de sites internet, comme Lundi Matin, vous trouvez plein de choses. Et je fais partie d'un journal qui s'appelle Silence, en France. Silence, c'est un journal écologiste social alternatif. Et nous avons au début, le siège c'est à Lyon, depuis 1973 il existe. Nous avons décidé, moi je n'étais pas là quand il était là, mais moi je fais partie de ce journal, et nous avons décidé de ne pas utiliser les grands distributeurs. On ne prend pas les publicités. On a à peu près 7000 abonnés, c'est un mensuel. Et on voit en général 15 000 exemplaires. C'est pas mal. Et sans utiliser aucun distributeur. Donc maintenant, quand je me promène en France, je vois une paysanne, je vois une jeune, et ils sont abonnés de Silence, ils trouvent où il faut trouver Silence. Donc il faut choisir. Ça, c'est des deux petits exemples. Vous pouvez vraiment créer, s'autonomiser de ce système de marchandisation. Peut-être n'est pas marginalisé totalement. Vous pouvez faire quelque chose. Mais, à mon avis, je ne peux pas dire que dans ce système néolibéral de marchandisation, il n'y a pas l'avenir, à mon avis. Pour les populations, il n'y a pas un avenir. Pour le journalisme, il n'y a pas un avenir. Quand la santé devient une marchandise, quand le corps devient une marchandise, quand l'information devient une marchandise, on ne peut pas vivre comme ça. Et quand ça devient vraiment centralisé dans des mains de quelques personnes, on ne peut pas dire qu'il faut s'adapter. Moi, je ne veux pas m'adapter à ça. Disons qu'il y a peut-être des possibilités de système D avant s'adapter. Maintenant, moi, je ne parle pas des journalistes, mais par exemple de la recherche, qui, elle aussi, devient de moins en moins indépendante, puisque les financements sont de plus en plus difficiles à trouver, et quand ils sont trouvés, eh bien, il y a des choses à respecter, et c'est pas toujours facile pour les chercheurs de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Je ne sais pas si c'est... Enfin, pour certaines recherches en sciences humaines, ça peut rester encore possible d'être indépendant. Bon, moi, je fais de la recherche en art contemporain, on m'embête pas. Mais les chercheurs en sciences des matériaux qui ont des budgets de plusieurs millions d'euros, on leur laisse pas faire exactement ce qu'ils voudraient dans le temps qu'ils voudraient, et ça va pas changer. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. En tout cas, on a des pistes de réflexion. Hein, c'est l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On prend plusieurs questions, peut-être on peut parler à la fin. Et puis on résume à la fin ? Ouais.
Bonjour, j'avais une question qui était jusqu'à quel point un journaliste peut-il être militant ? C'est-à-dire que le journaliste est fait pour informer, donc il a besoin d'une certaine neutralité pour exprimer différents points de vue. Et jusqu'à quel point, en fait, puisque c'est quand même une mission quand on est journaliste d'informer, peut-il être militant pour ne pas justement tomber dans l'effet inverse et du coup prendre trop parti alors que son rôle est d'informer ? Et est-ce que les jeunes qui sont formés dans les établissements sont sensibilisés à ça et de quelle manière ? Vous voulez qu'on prenne d'autres questions ? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On fait une sorte de... Alors, donc, il faut que je note quand même, parce que sinon j'oublie. Oui. Après, on répond à ce qu'on peut. Bonjour déjà. Je vais rejoindre un peu ce que disait monsieur tout à l'heure sur la déontologie. C'est vrai qu'il y a un manque de laxisme en matière de questionnement de l'information, mais il y a aussi des informations qui sont montées de toutes pièces, comme les fake news ou les deepfakes encore. Est-ce qu'il y a donc dans la loi un texte qui permet d'éviter le danger et de prévenir les futurs journalistes ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça serait peut-être le rôle des formateurs de mettre en place des, oui, voilà, exactement. des quelque chose comme le serment, un serment semblable à celui d'Hippocrate, par exemple. Ici, alors donc on avait les fake news et disons une sorte de charte de serment, ok. Le journalisme militant, ok. Enfin l'objectivité. Et puis, je vais vous donner mon micro. Ah non, il arrive. Bonsoir, j'aimerais vous poser 2 questions. Donc, dans les pays au climat autoritaire, est-ce que ces pays éduquent des journalistes qui prêchent leurs bonnes paroles à qui veulent bien l'entendre, donc qui sont contrôlés? Et est-ce que ces mêmes journalistes sont respectés, écoutés à l'international lorsqu'ils donnent des informations? Peut-être, Pinar Selek, vous allez pouvoir répondre. On ne peut pas aller parce que combien on a le temps Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Si c'est bien d'entendre. Il nous reste 10 minutes. Vous voyez, j'avais raison. Si donc on finit, on démarre. On répond. Vous voulez que je commence? Alors sur la dernière question, est-ce que dans les dictatures... Non, moi je choisis les questions que je veux répondre. Bon non, mais c'est intéressant. Mais non, parce que c'est parce que je viens de Turquie. Non. C'est intéressant. On va la renvoyer en Turquie. Mais est-ce que... pourquoi? Parce que... Ça rejoint... On pourra ensuite élargir sur la question du journaliste... engagé ou pas, d'ailleurs. Alors, je commence parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, dans les contextes répressifs, disons, il y a toujours... c'est-à-dire, quand la répression, il devient extrême, quelquefois, on n'a pas le choix. Quand il y a dans le contexte de guerre, etc., il n'y a pas l'opportunité de s'exprimer pour personne. Mais quand ça dure longtemps, ces situations, les gens s'adaptent et trouvent des tactiques d'adaptation pour résister au mieux. Le pays que je connais, c'est-à-dire la Turquie, quand j'étais en prison, il y avait 45 000 prisonniers politiques. C'était avant Erdogan, avant le dernier gouvernement. Et ça continue depuis longtemps. Et ça fait quoi? Il y a plusieurs informations qui se circulent. Et ça fait que quand les intellectuels se rencontrent, ils ne disent pas que est-ce que tu étais en prison. Tu étais dans quelle prison? Tu es resté combien de temps en prison? Ne pas être dans la prison, c'est pas quelque chose de génial. Donc, c'est quelque chose que des valeurs qui commencent à se grandir. Et quand j'étais venue en Turquie, j'avais écouté la chanson de Jean Ferrat, Ma France.
J'avais peur, première étape, parce que quand on nous faisait de la torture, on écoutait Ma Turquie, Ma Turquie. J'ai cru que c'était une chanson nationaliste. Non, il dit qu'il y a deux France. Une France de dominante, une France des... Donc quand j'avais compris, j'ai dit que oui, moi je vais trouver ma France, mais j'ai ma Turquie, et la Turquie qui résiste, qui a créé une vraie culture, une vraie réseau très important, difficile à contrôler, qui sont aussi transnationales, qui arrivent à faire entendre leur voix. C'est pas toujours facile parce qu'ils doivent passer des canaux, etc., etc. Juste, oui. Aminissa, qui avait été responsable d'un master sur les sciences de l'information, est-ce qu'il y a dans les pays, oui, une voix officielle des médias officiels, mais est-ce qu'à chaque fois, il n'y a pas eu, de toute façon, quoi qu'il arrive, des moyens d'information qui forcément les contournent, alors de façon plus ou moins facile? Ça a toujours existé, non? Écoutez, effectivement, ça a toujours existé. Le phénomène s'est développé de façon exponentielle. Malheureusement, ça a pris très souvent l'aspect de fake news dont parlait mademoiselle tout à l'heure. Elle se posait la question si on pouvait instaurer des lois. Je crois qu'il faut toujours essayer d'empêcher ce genre d'agissement. Mais une loi répressive n'est jamais suffisante. Il faut comprendre le phénomène, savoir pourquoi il y a ce genre de comportement et d'essayer de les résoudre à la racine. De précision qu'il y a quand même eu une tentative en France, une loi censée tout à fait. Lutter contre les fake news, alors dans un contexte très précis, le contexte électoral. Qu'effectivement, elle n'est pas très simple à appliquer, cette loi. On le voit déjà, en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on revient toujours à l'éducation, à l'éthique. C'est ça le plus important, je pense, pour qu'à l'âge adulte, on se soit soi-même mis des limites. Et une précision aussi, vous parliez de serment d'Hippocrate. Il existe, oui... en tout cas en France, dans la profession de journaliste, une charte de déontologie des journalistes qui date de 1971 et qui prône bien l'honnêteté, évidemment, le fait de ne pas arriver, de ne pas obtenir d'informations par des moyens malhonnêtes, etc. On la trouve sur Internet. En tant que militante, je peux répondre à la question sur le militantisme. Voilà, absolument. À mon avis, il y a deux choses. Je vais dire très vite. Il ne faut pas cloisonner la personne. Par exemple, moi, je suis enseignante, je suis chercheuse, je suis journaliste un peu, je suis militante. Mais quelquefois, quand je suis venue en France, ils disent mais elle est écrivaine, elle est quoi, elle est militante. Je dis mais tout parce que toi, tu es une personne avant tout. Tu peux utiliser, tu peux parce que être sociologue ou journaliste ne te donne pas une identité. C'est pas une identité. Tu fais un travail. C'est une méthode. Tu le fais. Mais par exemple, moi, je fais l'amour. Je ne le fais pas en tant que journaliste. J'arrose les fleurs, je ne le fais pas en tant que sociologue. Et je suis une personne qui a tout, qui est sensible, qui aide quand il fait quelque chose, qui dit que non, je ne veux pas ça. Et mais en même temps, quand je fais la sociologie ou quand je fais le journalisme, je peux être objective. Mais le militantisme n'a rien à voir avec ça. Parce que sans être militant, tu peux être aussi informé par un système, tu peux être déjà pas neutre. Mais tu dis que moi, je ne suis pas militant, donc je suis neutre. Non, il faut tout le monde, même si tu es militant, mais c'est bien d'être militant. C'est bien d'être sensible et faire quelque chose pour le monde, non? Donc ça, c'est pas quelque chose qui empêche. Mais en général, pour toutes les démarches d'apprentissage, de communication, de compréhension, il faut objectiver les connaissances. Voilà. Merci. Et juste pour finir de répondre à cette question quand même, en fait, est-ce que ce qui compte, c'est pas de savoir qui parle et à quel titre on parle? Alors on peut être militant, journaliste militant et engagé,
le tout, c'est de le savoir finalement, non, Geneviève Guettem et Aminissa? Oui, tout à fait. Enfin, avoir des opinions, c'est absolument fondamental. Ça prouve qu'on pense, qu'on est humain. Et donc on est en vie. Et voilà, et qu'on est en vie. Et se sentir vivant, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu mettre de côté. On est devant des écrans, on passe par des canaux, etc., des réseaux. Vivre, voilà, et penser et affirmer ses opinions, les discuter, dialoguer. Ça fait partie, alors c'est pas spécifique au journalisme, ça fait partie de la vie. Voilà. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.